Aujourd'hui sur Media Moula, le podcast qui explore le futur des médias sous l'angle de la monétisation et de la croissance, nous allons parler d'influence et de performance. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Dos Santos, fondateur de la plateforme d'affiliation Affiliate. Salut Alexandre, comment tu vas? Salut Ronan, mais merci, top pour cette invitation. On a hâte d'explorer ça avec toi. Très hâte, très hâte. Ça fait un moment qu'on discute. Je t'ai contacté quasiment au lancement du podcast, car dans mon ancienne vie de publisher, j'avais l'habitude de travailler avec toi et tes équipes. Et j'ai toujours trouvé qu'en fait, à Affiliate, vous faisiez les choses un peu différemment des autres plateformes d'affiliation. Donc ça, on en reparlera également. Au fil de nos échanges, en fait, il y a un sujet qui a été mis en avant, qui est ressorti. C'est celui de l'influence à la performance. Alors, comme tu le sais, perso, je suis un peu sceptique sur la capacité des plateformes à atteindre des performances significatives pour leurs clients, donc pour les annonceurs, pour les marques, via le marketing d'influence à la performance. J'ai l'impression que tout le monde en parle et tout le monde met en avant parce qu'il faut en parler, que ça fait bien, etc. Par contre, derrière, j'ai pas vraiment l'impression qu'il y ait des cas d'école vraiment concrets ou des choses vraiment qui ressortent. Et tu m'as expliqué que, au contraire, vous chez Affiliate, vous avez une vision sur l'influence à la performance avec de très belles opportunités, mais à condition de bien le faire. C'est justement ça le thème de cet épisode, en fait, un ping-pong, et tu vas essayer de me convaincre justement sur comment les plateformes d'affiliation peuvent exploiter entre guillemets, bien entendu, les influenceurs pour générer des ventes à la performance. Avant d'attaquer le sujet, qui est Alexandre? Qui est Alexandre? Alexandre, il a 37 ans. Il a fondé Affiliate, il a cofondé Affiliate exactement il y a un peu plus de... On est en 2025, ça y est, donc ça fait 13 ans, 12-13 ans maintenant. Et l'idée de départ d'Affiliate, c'était de pouvoir deux choses: redonner sa lettre de noblesse à l'affiliation, puisqu'on était à cette époque, en 2012-2013, sur des stratégies d'affiliation qui étaient beaucoup drivées par de l'opportunisme, et à la fois permettre l'accessibilité de l'affiliation. C'est-à-dire que là, si on remet les choses dans le contexte de l'époque aussi, l'affiliation était un levier qui était plutôt onéreux, où les budgets étaient conséquents, et l'idée c'était de permettre à tout à chacun des annonceurs, des agences, de pouvoir créer des programmes d'affiliation plus facilement, avec peut-être des plus petits volumes d'affiliés, plus qualifiés, plus peut-être authentiques, et qui leur permettent de générer quand même une croissance significative sur ce levier, qui est un levier exceptionnel, puisque c'est l'un des seuls leviers où on a encore cette relation one-to-one directe à construire dans la négociation, etc. Là où on raconte des belles histoires, en fait, et là où avec Google et Meta, on peut plus le faire, en fait. Hmm, C'est de l'automatisation plus, plus, plus. d'accord. Et aujourd'hui sur Affiliate, on fait beaucoup de choses. On a 4 métiers différents. Le premier, c'est la techno. Vraiment, on a créé dès 2013 ce logiciel d'affiliation SaaS, qui permet aux annonceurs de vraiment internaliser leur programme d'affiliation, de reprendre la main sur leur partenariat, de sélectionner vraiment les partenaires avec lesquels ils veulent travailler, qui leur génèrent le plus de croissance et de retour sur investissement. Et ils peuvent piloter tout ça de façon très autonome, avec un réseau qui est associé. C'est ce qu'on appelle, nous, la marketplace affiliée, qui permet vraiment d'entrer en contact avec des partenaires, quelle que soit leur typologie. Ça va de l'influenceur au blog, aux médias, aux comparateurs, etc. Et puis de négocier les bonnes conditions de partenariat, qu'ils entrent ensuite sur la plateforme, et l'affilié se charge de tout ce qui va être tracking, identification du business qui est créé entre l'affilié et la marque, et de récompenser ses affiliés sur les ventes généralement. Il y a d'autres modèles, mais le modèle le plus répandu, c'est celui à la vente, le CPA. Donc ça, c'est le premier métier, la techno. Le deuxième métier, c'est le côté agence, c'est-à-dire qu'on accompagne aussi des marques qui ont des besoins plus importants, ou qui manquent de ressources en interne, ou qui manquent d'expertise, pour accélérer sur ce levier. Donc ça va du côté à la définition de la stratégie d'acquisition en affiliation, les leviers à activer, pourquoi les activer, la cohérence avec la stratégie globale de la marque, à des plans de développement très opérationnels, où on va identifier, sourcer, recruter les meilleurs partenaires pour les marques avec lesquelles on travaille. Sans oublier le côté analyse de data, attribution, reporting, etc., qui sont aussi ô combien importants pour pouvoir continuer à optimiser au fur et à mesure des années le mix partenariat-affiliation que la marque développe et met en place en fonction des enjeux.
Pour le troisième métier, c'est celui du paiement, parce que c'est hyper important en affiliation. Il faut que les affiliés puissent être payés en temps et en heure pour que les conditions de partenariat derrière avec les marques soient satisfaisantes et positives pour pouvoir continuer à aller plus loin. Donc ça, c'est un métier. Aujourd'hui, on le fait à l'international dans plus de 50 devises, donc c'est assez rodé. Et on espère qu'on arrive à délivrer les paiements en temps et en heure pour les marques avec lesquelles on collabore. Et puis le quatrième métier, c'est le dernier petit nez d'Affilae, c'est que tout ça, et notamment notre expérience en influence, nous a mené à construire en fait un pôle un peu plus relations physiques. On a lancé la fin d'année un pôle brand influence où on va accompagner les marques dans leur stratégie globale en fait en influence. On va dire 360, mais j'aime pas trop ce terme-là, où on va accompagner sur des lancements de produits, on va tout au long de l'année accompagner sur des temps forts, et l'idée va être de faire du drive to store ou d'aller créer ces événements de rencontres, on va dire plus informelles avec les influenceurs ou tout à fait formelles d'ailleurs, et de driver une cohérence globale entre ce qui se passe sur le côté digital, peut-être en influence performance, et le côté soutien physique en fait de ces opérations digitales par du coup le côté brand, où là on va travailler plus l'expérience globale, raconter de belles histoires autour des stratégies de branding qu'on va lancer avec les marques. Ok, très clair. Très clair. Tu parlais du modèle marketplace d'Affilae. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et en quoi c'est différent des autres plateformes? Parce que t'as cofondé Affilae avec cette volonté, tu l'expliquais, de faire un peu différent. Qu'est-ce qui te gênait, entre guillemets, et en quoi le modèle marketplace répond aux problématiques que tu avais identifiées? Alors, on se replace quelques années en arrière, même si c'est encore un peu toujours vrai aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup de plateformes aujourd'hui qui ont développé cette approche aussi SaaS direct, dans des proportions plus ou moins larges. À l'origine, en fait, Affilae, effectivement, se voulait démocratiser l'accès à l'affiliation et résoudre un peu les freins qu'on avait identifiés sur le marché de l'affiliation. L'idée de lancer de ce logiciel, c'était vraiment de permettre aux marques de reprendre la main sur leurs affiliations, parce que on était beaucoup, si tu veux, contactés par des annonceurs qui étaient un peu des déçus du modèle d'affiliation classique, qui favorisait via l'attribution au last click notamment des leviers plus opportunistes, et où les leviers au tunnel de création de contenu, les blogs, les médias à l'époque, parce que l'influence était déjà moins présente à l'époque, eh bien, s'y retrouvaient pas forcément et partaient vers d'autres modèles de rémunération qui étaient très axés CPM, frais fixes, plan média plus large, etc. Et où les annonceurs n'arrivaient pas forcément toujours à justifier une performance en face. Pour en reparler, aujourd'hui le sujet c'est le content to commerce aussi, et cette transformation du content to commerce vers de la performance. Et donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi créer Affilae, le frein de la transparence, le frein technologique de l'attribution, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à attribuer au last click, ou au contraire est-ce qu'on essaye de modéliser un modèle d'attribution en affiliation qui soit plus cohérent et qui prenne en compte tous les touchpoints d'un parcours utilisateur en affiliation, c'est-à-dire est-ce que votre client il est passé par il a découvert le produit par un influenceur, puis probablement il s'est rassuré sur un blog ou sur un site de contenu plus spécialisé, puis ensuite peut-être qu'il est passé par un comparateur et a terminé via un code promo ou un site de cashback, admettons. Et c'était très injuste de valoriser que le dernier touchpoint qui allait plus vers le côté promotionnel. Alors on en a tous besoin, enfin, dans les stratégies d'acquisition, dépendamment comment on les crée et on les voit, mais ça a un impact important. Euh, mais la création de contenu aussi. Et c'est comme ça qu'on l'a valorisé avec Affiliate dès le départ. Notre différenciation, ça a été de se positionner sur deux choses. Un business model qui n'est pas indexé à la performance des programmes d'affiliation, donc ce qui nous permettait de passer du temps à vraiment développer le haut tunnel de conversion, et à un modèle d'attribution intra-levier affiliation qu'on a appelé, nous, le partage de commission, mais donc
qui est assez explicite, dont l'idée est de répartir la valeur de la commission sur tous les touchpoints affiliés qui ont été déclenchés lors d'une conversion. Et donc ça a un peu changé la donne. Ça nous a permis de revaloriser le levier affiliation et de remonter naturellement sur le haut tunnel de conversion des stratégies de contenu plus qualitatives, d'aller plus vers la notion de trafic, tout en ayant cet impact de mesure du retour sur investissement qui était hyper important pour les marques. Et donc de redorer un peu le blason de l'affiliation qui commençait à s'épuiser un petit peu sur les stratégies opportunistes. Et puis de travailler aussi l'aspect vraiment techno qui était important pour nous de montrer cette transparence à la fois de comment les tunnels de conversion sont constitués et puis d'avoir une relation transparente, le fait d'être en direct entre l'éditeur et la marque, et bien d'avoir cette relation de transparence qui est plus forte entre les annonceurs et les éditeurs, et de pouvoir encore une fois raconter des histoires qui sont plus belles, avoir cette relation qui se développe dans le temps. Et voilà, le côté intermédiaire, lui, apporte évidemment toujours l'expertise. Je vais pas le dévaloriser, parce que nous aussi, on a ce côté agence et qui nous permet justement de développer de belles stratégies avec lesquelles on gagne des prix. Mais la relation, et on inclut toujours, même dans cette relation où on est intermédiaire entre les marques et les éditeurs, on inclut toujours une relation directe. On n'est pas du tout avare de call tripartite, de rencontres avec les éditeurs, de valorisation des top éditeurs auprès des marques, etc. Et c'est comme ça qu'on arrive quand les deux se comprennent et parlent le même langage, on arrive à créer des belles histoires. Et ces belles histoires génèrent la performance. Quand tu parles de levier opportuniste, tu penses au code promo? Oui, je pense tout ce qui va être les leviers qui vont venir en fait comme des incentives à la fin du tunnel de conversion. Donc vraiment tout ce qui va être effectivement bon plan, code promo, cashback, pourquoi pas retargeting, etc. Des leviers qui vont travailler davantage la conversion par rapport au côté acquisition de trafic et création de contenu. Mais si tu enlèves ces leviers opportunistes, on sait très bien que le marché de l'affiliation s'effondre. C'est ce qu'on devrait tous se dire. Non, l'affiliation ne se résume pas, et l'affiliation, on est la preuve vivante, ne se résume pas du coup au levier opportuniste. Et c'est ce challenge que nous on va chercher depuis des années, revaloriser et redorer le blason, redonner ses lettres de noblesse au marché de l'affiliation. Et je pense qu'on a plutôt bien réussi à le faire. Aujourd'hui, il y a des leviers qui sont plus pertinents, plus efficaces et plus présents que d'autres. Mais je pense qu'on arrive à créer des stratégies d'affiliation qui sont qualitatives, tout en incluant des stratégies opportunistes quand les besoins marchés et les stratégies clients le nécessitent ou le demandent. Ok. Moi, je te challenge un peu parce que Ouais. on en avait parlé en préparant ce podcast, mais c'est vrai que j'ai travaillé dans une plateforme d'affiliation, c'était de 2007 à 2009, et à l'époque, les tops affiliés, c'était les codes promo, et j'ai l'impression que 20 ans plus tard, 15 ans plus tard, c'est la même chose en fait. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément d'innovation dans la dans le mix des affiliés proposés aux annonceurs. Mais justement, ça va être la suite du podcast. Avant justement d'attaquer l'aspect influence et les autres leviers pour apporter de la performance aux marques, est-ce que tu pourrais nous faire un peu un état des lieux du marketing à la performance? Donc, on a déjà parlé des leviers opportunistes, mais aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus par rapport aux précédentes années? Et là où tu vois, toi, les opportunités sur le marché vraiment au global. Alors, moi, je vais parler, petite précision avant tout, de ce que je vois avec Affilae, issu de nos data et de nos données et de nos retours, de toutes les discussions qu'on peut avoir au quotidien avec nos annonceurs. Euh, Qu'est-ce qui continue de fonctionner? Qu'est-ce qui fonctionne plus? En fait, j'ai envie de dire que tout continue toujours de fonctionner, dépendamment des secteurs d'activité et des leviers qui ne sont pas les mêmes de façon à ce que vous êtes plutôt dans la mode ou dans la banque, etc. Donc, il y a vraiment des
des différences importantes en fonction des secteurs d'activité. Après, là où va l'appétence des annonceurs et des agences, c'est vraiment aujourd'hui sur la qualité de trafic, sur la capacité d'une plateforme à générer des stratégies haut de tunnel, à créer du contenu et à valoriser sa création de contenu dans les tunnels de conversion des annonceurs, et où là, on va avoir effectivement tous des sujets de data, c'est-à-dire de comment on mesure l'attribution du haut de tunnel sur des modélisations d'attribution qui n'ont pas toujours été le cas, faites pour ça dans le passé en fait. Donc l'analyse aujourd'hui et la data qu'on va tirer de tous ces partenariats qu'on met en place tout au long de l'année est hyper importante pour pouvoir valoriser cet effort au sein des tunnels de conversion et face à d'autres leviers qui sont moins souples comme Google et Meta. Ce qui se profile en termes de tendance en fait pour 2025, c'est pour nous, affiliés en tout cas, continuer toujours à, ça fait quelques années qu'on le travaille, l'influence à la performance, donc je vais le remettre sur le tapis, mais effectivement, l'affiliation et l'influence aujourd'hui, c'est vraiment une belle alliance stratégique. Ça reste un levier chez nous qui est hyper qui est majeur en fait, qui combine la création de contenu avec la performance, et où on va essayer, mais c'est la base de l'affiliation, créer des partenariats durables pour ramener via cette récurrence du coup le retour sur investissement et en faire une source de revenus qui soit stable en fait, tout en renforçant la visibilité sur le haut de tunnel. Et pour ça, en fait, les tendances, elles sont assez fortes. C'est les micros et les nano-influenceurs, où on est sur des niches à fort potentiel, où elles sont très engagées, où on va avoir des communautés qui sont réactives et qui vont générer en fait cette conversion, tout en ayant des relations de proximité avec les audiences des marques. Donc en fait, c'est un peu le dicton les petites rivières font les grands fleuves, et c'est vraiment ça qu'il faut continuer à exploiter. Créer des équipes, des armées en fait d'éditeurs et d'influenceurs en sens large du terme qui vont faire les grands fleuves pour les marques. Et ce qui est important aussi toujours, ce qui prend de plus en plus d'importance, c'est la transparence. On veut de la transparence à tous les niveaux, dans la relation entre éditeurs et annonceurs, dans les contenus qui sont créés, dans les rémunérations qui sont négociées, dans le tracking, dans l'attribution. On veut de la transparence et de l'authenticité à tous ces niveaux-là. Et une plateforme comme Affiliate aujourd'hui se doit de mettre en œuvre cette transparence et de l'exiger même, pour que les partenariats se développent et portent vraiment leurs fruits, quoi. C'est une des priorités pour établir des relations de confiance durables avec les marques et les éditeurs au sens large du terme. Ça, c'est vraiment important. Un des points à pas aussi oublier, c'est la conformité, qui est, quand je dis conformité, c'est vraiment réglementation légale, où c'est vraiment là un des points qui est un peu plus underground, mais qui est vraiment essentiel. C'est un impératif même stratégique pour les programmes d'affiliation. Ça évolue beaucoup. On a eu il y a quelques années le RGPD, on a eu juste après la CNIL, on a eu après effectivement les impératifs des navigateurs internet, et puis on a aussi tout ce qui est en l'occurrence sur l'influence, les nouvelles lois influence qui viennent réguler les pratiques, qui viennent faire ces suivis réglementaires où il faut réaliser des audits réguliers, et pour s'assurer qu'on est toujours en conformité, parce que comme on traite beaucoup de typologies d'affiliés, eh bien chaque typologie d'affiliés peut avoir ses sources de réglementation, et donc il faut continuer à réaliser ces audits et à être proactif, parce qu'on veut protéger l'image de la marque, entre guillemets, et parce qu'on veut continuer à inspirer et à distiller cette confiance et cette transparence dans les partenariats qu'on négocie au quotidien, quoi. J'ai encore plein de choses à dire, mais... Non, mais c'est super intéressant, et ça faisait partie de mes questions. C'est aujourd'hui, les annonceurs, qu'est-ce qu'ils recherchent? Aujourd'hui, les affiliés, quels sont leurs retours? Et je pense que, alors je vais pas reprendre exactement ce que tu as dit, mais je vais quand même le faire. Mais c'est vraiment de la transparence des deux côtés. Tu remarques que les annonceurs, ils veulent savoir d'où viennent les ventes, comment vous les générez, etc. Et les affiliés veulent plus de transparence aussi sur le partage des revenus, sur l'attribution.
Tout à fait. Il n'y a plus de place aujourd'hui à l'approximation ou en tout cas à une mise en valeur des données qui ne seraient pas transparentes ou qui ne joueraient pas le jeu d'une relation authentique entre la marque et la plateforme et l'éditeur. On est vraiment sur un besoin qui se renforce à ce niveau-là, et il se renforce pour cause parce qu'en fait on est dans un aussi, il faut pas oublier qu'on est dans un moment en fait d'instabilité économique ou même politique globale où les annonceurs ont besoin et demandent de la stabilité. Ça passe par une maîtrise des coûts, par des outils d'attribution qui vont vraiment faire la part des choses, par un pilotage qui est plus serré au retour sur investissement. Ça illustre d'ailleurs la montée en puissance de l'influence à la performance parce que des leviers considérés longtemps comme image, comme l'influence, intègrent aussi maintenant une vision performance complète. Et pour ça, eh bien, la transparence, elle est essentielle. Et la transparence, c'est le côté data aussi, où le côté data sert et vient justifier les stratégies et à minimiser en fait la part de risque dans les choix et les activations de levier qu'on va faire avec les annonceurs, avec les marques avec lesquelles on travaille. Et donc, in fine, on vise à augmenter le poids de ce levier pour réduire la dépendance à des leviers traditionnels qui sont même aujourd'hui, avec l'augmentation des coûts, jugés onéreux comme Google et Meta, quoi. Ok. Ça, c'est plutôt côté annonceur. Et puis Mhm. côté éditeur, globalement, l'impact, il est le même parce que l'impact macro, aujourd'hui, certains ont perdu beaucoup avec des mises à jour Google, comme tout ce qui est blog, médias spécialisés, avec l'arrivée de l'IA, notamment, qui est un vrai challenge aussi pour tous ces sites de contenu spécialisés. Et puis, d'autres qui gagnent beaucoup avec le contexte aussi, parce qu'on a un petit retour en force des sites de code promo, de cashback et d'influx qui viennent agir, en fait, comme un bouclier sur le pouvoir d'achat aussi des consommateurs, donc qui sont en recherche de ces stratégies-là, d'activation de ces stratégies-là. Et donc, ça vient diminuer la part du budget un peu frais fixe ou fixe que les marques avaient l'habitude d'attribuer au profit de stratégies de rémunération orientées Mhm. plus à la performance, quoi. Mhm. Et donc, ils ont les mêmes attentes, les éditeurs. C'est aussi le business, in fine, c'est de générer des revenus en fait qui vont être récurrents et qui vont sécuriser, qui vont leur permettre de sécuriser leur croissance year on year. Donc, et aujourd'hui, la performance prend un peu plus de place effectivement dans ces stratégies. Tu as parlé rapidement de content commerce. D'après ce que j'ai compris, en fait, tu mentionnes le fait que finalement, content commerce, c'est pas vraiment à la performance parce qu'il y a souvent des frais fixes qui sont associés. Est-ce que ça, c'est en train de d'évoluer? Est-ce que c'est en train d'évoluer vers plus de performance, plus de frais fixes? Est-ce que le modèle, finalement, tout le monde le market, le vend comme de la performance et puis que derrière, les annonceurs, ils se prennent quand même des frais fixes? Quel est ton point de vue, encore une fois, en tant que fondateur d'Affiliate, chez Ouais. Affiliate? Comment vous voyez la chose? J'ai envie de dire, tu connais bien le sujet, du coup, Ronan. Alors, le content to commerce, c'est un sujet qui évolue très très positivement ces dernières années. On va passer effectivement, on va passer d'un modèle qui était moins ancré sur la performance à un modèle euh, qui gagne de plus en plus de parts de voix sur le CPA. Donc, on ne dit pas aujourd'hui qu'il est 100% CPA, mais il gagne en popularité, on va dire, en fait. Mhm. Et il commence vraiment à se démocratiser. Et il reste encore pas encore à notre goût assez adapté à la majorité, on va dire, des acteurs du secteur, mais certains médias, et de plus en plus, c'est ça qui est intéressant, voient par exemple leur rubrique shopping évoluer, et ils commencent à travailler de plus en plus au CPA avec des e-commerçants importants. Chez nous, ça peut être des Conforama, des La Redoute, etc. Euh, et ça, grâce aussi à des acteurs que tu dois connaître, comme Affilize, qui permettent à ces médias de se doter de technologies qui leur permettent de référencer plus facilement les contenus, les produits des marchands, et donc d'aller vers plus d'analyse data et donc d'analyse de rentabilité. Ce que je Mhm. disais tout à l'heure, on en revient au business, il faut prouver que ça génère une ligne de chiffre d'affaires conséquente et récurrente tout au long de l'année pour qu'on puisse développer aussi ce modèle économique plus orienté performance sur ces médias traditionnels. Donc historiquement, effectivement, on avait des frais fixes.
Maintenant, ça évolue beaucoup. Le modèle au CPA, il offre aussi beaucoup plus de flexibilité et d'autonomie aux médias dans la création, je pense, de leur contenu, parce qu'on va avoir moins de pression de validation des marques. On est plus libre de lier les bons produits au bon style éditorial et au bon contenu. On va favoriser en fait l'autonomie via le CPA de la création de contenu, quoi. Et après, je dirais que que ça marche très bien sur des annonceurs à forte notoriété, mais que sur des annonceurs à plus faible notoriété, les volumes de vente sont moins élevés. Et donc, la vision CPA sur ces acteurs-là reste quand même plus fragile parce que la rentabilité, elle est moins évidente. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un système à deux vitesses. Là où on a beaucoup de volume, ça fonctionne. Là où on a moins de volume, eh bien, on met plutôt en place des deals hybrides avec une part qui est quand même présente sur le frais fixe. Et puis, ouais, à peu près ça. Après, Mhm. si tu vois, par exemple, si je donne quelques exemples, chez nous, il y a des médias qui ressortent vachement, comme Le Parisien, Mhm. où on va générer plusieurs millions de chiffres d'affaires l'année dernière. Et le ROI est extrêmement intéressant parce qu'ils ont bien fait cette reconversion cette reconversion à la conversion pour le pléonasme, mais on a des ROI qui sont entre 15 et 20, alors que sur des médias plus, on va dire, traditionnels, je porte pas de jugement encore une fois, mais sur des Ouest France ou des 20 minutes, ça fonctionne aussi très bien, c'est des centaines de milliers d'euros, etc. Mais on a des ROI beaucoup plus faibles qui restent quand même intéressants pour le levier. On est autour de 2 et 3 de retour sur investissement. Mais il y a encore une part importante de performance et d'adaptabilité du modèle à aller chercher, quoi. Comment tu expliques la différence entre les publishers que tu viens de citer? Pourquoi le Parisien se distingue sur ce segment? Euh, Peut-être que en fait, ils ont pris très tôt, ils ont pris plus tôt ce virage en fait, D'accord. et ils ont eu le temps de mettre en place ces dispositifs. C'est quand même assez récent, hein. On parle beaucoup de content de commerce depuis quelques années, mais le fait que le content de commerce soit drivé par des outils data dédiés, c'est beaucoup plus récent. Donc, Mhm. il faut que les mentalités évoluent, mais les outils aussi évoluent d'analyse et le temps de faire bouger ces gros carrefours d'audience et de leur amener une vision plus performance, eh bien, ça peut prendre du temps. Et je pense que là où le Parisien sortir son épingle du jeu, c'est qu'ils le font depuis peut-être un peu plus longtemps que les autres aussi. Mhm. Est-ce que tu as suivi ce qui s'est passé aux États-Unis avec l'exemple du guide shopping de Forbes qui s'est fait éclater par Google parce que Google a dit en fait vous avez aucune légitimité à produire du contenu pour aider les gens à choisir leur machine à laver ou à choisir leur prochaine je sais pas leur prochaine banque en ligne, etc. Tu as suivi tout ça? Ça s'est Alors, passé j'ai en pas tous les novembre. détails. J'en ai entendu parler effectivement, mais j'ai pas tous les détails. Ok. Mm. Bon, ça s'est passé en novembre, je crois, de l'année dernière, donc en novembre 2024. Et depuis, il y a pas mal de guide shopping des grands médias aux États-Unis qui sont fait ramasser par Google en termes de trafic. Ils ont perdu beaucoup de positions dans les moteurs de recherche. Je suis assez surpris, enfin pas surpris, mais je pense que la même chose pourrait arriver en France parce que en gros ça s'est passé sur les codes promo aussi, toutes les rubriques des codes Mm. promo, Le Parisien, tous les médias en fait que tu as cités, ils avaient développé des rubriques codes promo et Google pareil, il a pas trop apprécié donc il les a mis de côté. Euh, Potentiellement ça pourrait arriver sur les rubriques shopping. Vous en parlez avec les publishers de ça ou ils se disent non, bah Bah, on continue tant que ça fonctionne, on continue à faire ça. oui, en fait, on en parle avec des affiliés comme Affilies qui ont une bonne vision globale aussi de ce marché-là. Ouais. Mais en fait, la réponse, elle est peut-être que je parle, je parle l'envers du décor pour Mhm. ces éditeurs américains, mais peut-être que la réponse, elle est peut-être aussi de se dire qu'ils ont trop misé sur ce côté guide shopping et n'ont fait que ça, je ne sais pas. Mhm. Et là, l'idée plutôt aujourd'hui, c'est de pouvoir jouer aussi l'omnicanalité.
sur ces éditeurs et pouvoir mixer avec non seulement des mises en avant qui sont faites sur leurs médias, sur le côté un peu guide shopping, mais aussi pour continuer d'exploiter leurs réseaux sociaux au sens large du terme. Ça peut être de l'Instagram, ça peut être du YouTube, ça peut être de plein de choses. Ça va être jouer aussi la façon dont ils vont travailler leur contenu. Mais encore une fois, je pense que tu connais beaucoup mieux ça que moi, mais travailler le contenu, peut-être alterner aussi tout ce qui va être gros deal avec des contenus plus exclusifs et réactifs, avec alterner aussi, ramener de la fraîcheur, donc retravailler peut-être les contenus froids, mettre à jour les contenus, etc. Donc je pense que ça relève plus d'une stratégie globale et de cohérence d'ensemble que Google va analyser. Est-ce que tel acteur est pertinent pour afficher un guide shopping et faire des recommandations bon plan entre guillemets sur telle et telle catégorie de contenu versus ces prises de parole au global, comment en fait cet aspect shopping est intégré dans toutes les composantes en fait de ces médias, ou est-ce qu'il est uniquement associé à un endroit du site, à un menu shopping, et là il va référencer toutes les offres un peu à la volée, quoi. Tu vois, je veux dire comment c'est intégré en fait. On parle d'expérience globale, on parle d'omnicanalité et pas simplement d'utiliser le levier code promo pour générer une ligne de chiffre. En fait, ça doit être une vraie démarche globale, quoi. Ok, très clair, intéressant. Aujourd'hui, quels sont les tops affiliés chez Affiliate? Alors, sans citer de nom, mais dans le top 10, si on se connecte là avec ton login, on voit qui? On voit qui en top position? Par Alors, typologie peut-être. je vais te donner en partie raison. C'est-à-dire qu'en gros, effectivement, on a toujours historiquement un poids assez fort des typologies code promo, cashback. Et ça, c'est effectivement les premiers qui génèrent des volumes aujourd'hui. Mais juste derrière, on a maintenant les créateurs de contenu, en tout cas chez Affiliate. Et donc, on a de plus en plus de créateurs de contenu qui remontent en top position sur des programmes d'affiliation. Et je regardais tout à l'heure le top 10 sur nos programmes d'affiliation. Eh bien, il y a plus de 50% de ce top 10 qui a des créateurs de contenu en top performer, quoi. Okay. Donc, on a une vraie migration, changement en fait aussi stratégique au niveau de mix affilié, partenariat qu'on déclenche au sein des programmes d'affiliation. Donc, il y a toujours une très forte présence, mais qui est liée, il faut aussi se le dire, qui est liée au contexte macroéconomique que j'évoquais tout à l'heure, parce qu'il y a eu une période un peu on va dire, de disgrâce de ces typologies-là, et maintenant il y a une période où elles reviennent en grâce, favorisées par le contexte économique et leur action un peu bouclier face au pouvoir d'achat des consommateurs, quoi. Donc oui, ils sont toujours très présents et on les intègre intelligemment dans les stratégies d'acquisition de nos clients. Mais oui, juste derrière, on a la création de contenu qui pousse fort aussi. Par création de contenu, créateur, tu parles donc des influenceurs ou même par exemple ceux qui font du content commerce, un site thématique Oui, ils sont toujours présents, effectivement. Donc, je parle évidemment de l'influence à la performance, je parle des créateurs de contenu au sens large, même si aujourd'hui, souvent, les annonceurs vont nous poser des questions, mais les blogs, ils sont morts, non? En fait, la réponse, elle n'est pas là. La réponse, ils existent toujours et ils sont de plus en plus pertinents parce qu'entre guillemets, ceux qui restent, qui se sont pas reportés sur les réseaux sociaux, eh bien, ont des audiences larges, travaillées et engagées. Et donc, du coup, c'est un peu les meilleurs qui restent. Donc, effectivement, avoir cette stratégie un peu plus dans le temps et récurrente avec les sites de contenu spécialisés est pertinente de la conserver, quoi. Tout à fait. Ok. Tu as mentionné tout à l'heure que vous travaillez dans plusieurs pays. Mais vous gérez tout depuis la France, c'est ça? Alors, ouais, tout à fait, notre positionnement géographique aujourd'hui, il est quand même très français. C'est notre marché de création, c'est notre marché d'adoption aussi. Mais de plus en plus, on va sur un marché européen et un marché international. L'européanisation est un sujet, on va dire, sur 2025 et les années qui arrivent à venir pour nous. On développe beaucoup en ce moment des marchés un peu plus limitrophes comme l'Espagne, un peu le UK, et puis surtout on a une traction qui est
côté affilié et côté plutôt influence à la performance aussi, qui vient aussi pas mal des États-Unis. Donc on exploite, on essaye aujourd'hui d'exploiter ces tractions-là, mais on regarde encore aujourd'hui là où ça sera le plus pertinent demain pour affilier, quoi. J'ai pas de vraie réponse. C'est sûr qu'on a un positionnement qui tend à devenir plus global qu'aujourd'hui. Est-ce que tu constates des choses intéressantes, justement, quand tu vas regarder un peu côté US, côté Italie, côté Espagne, des choses qui se font pas vraiment en France, des choses que les affiliés pourraient apprendre de nos voisins ou des autres pays sur lesquels Mm. vous souhaitez vous développer? Bah, en fait, si oui, la question de la différence entre le marché de l'affiliation en France et le marché de l'affiliation, on va dire, sur les pays anglo-saxons, tels que les États-Unis ou le UK ou autres, elle est d'abord, mais ça tout le monde le dit, elle est culturelle, hein. On a une aversion au risque en France qui est plus limitée. La culture du business, elle est plus prudente. On a une approche qui est vraiment plus conservatrice, en fait, on va dire, le test, l'expérimentation marketing. Contrairement aux États-Unis où c'est la fameuse phrase, mais l'échec est perçu comme un levier d'apprentissage en fait. Mhm. Donc, on a beaucoup plus de facilité à lancer des test and learn aussi. Et puis quelque part, il y a aussi une question de la sensibilité à la publicité. En France, on est très prudent, méfiant. On voit qu'on a des actions légales de la CNIL, etc. Vis-à-vis des contenus qui sont, on va dire, publicitaires, sponsorisés, et qui freinent par rapport si encore une fois on compare outre-Atlantique, mais des stratégies de plus agressives en affiliation qui sont peut-être monnaie courante là-bas. Et puis après, il y a une question évidemment de taille de marché, de maturité du marché, puisque bah, le marché français est plus restreint que le marché aux États-Unis. Il permet très vite de faire plus d'économies d'échelle qu'en France, Mhm. d'accélérer plus peut-être sur des innovations technologiques. Donc l'ambition d'être globale est aussi assez forte hein, pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. Et puis nous, en fait, en Europe, on a aussi une fragmentation, ouais. C'est-à-dire qu'en gros, on est obligé de gérer plusieurs langues, les déréglementations qui sont plus strictes en Union européenne et qui freinent un peu le développement des modèles d'affiliation, on va dire, un peu plus innovants, quoi. Mhm. Ça ne veut pas dire qu'on n'y arrive pas, c'est-à-dire qu'on travaille plus fort. Ouais. Ça doit être quand même une sacrée galère de gérer tous ces sujets réglementaires et même au niveau du tracking, quand Google fait un peu la pluie et le beau temps sur ok les cookies oui non etc. Ça doit quand même être une part très importante des plateformes d'affiliation. Tu as dit que tu étais cofondateur. Donc l'autre fondateur d'Affiliate gère la partie tech. Oui, on va dire, on va dire ça comme ça. Effectivement, l'un des aspects hyper importants, c'est la tech, hein. Ouais. C'est vraiment le cœur de notre activité, la mesure et la valorisation des données, en fait. Donc, l'aspect légal, là-dedans, il est vraiment Mhm. essentiel. Donc, oui, on analyse tous les ans et on audite tous les ans nos infrastructures. Ouais. Et on le fait pas tout seul, on le fait avec des cabinets d'avocats spécialisés dans la donnée et qui sont très au fait en fait de toutes les nouvelles normes, y compris à venir, parce que ça c'est important aussi l'anticipation. On l'a vu, que ça soit des normes ou des pratiques marché, hein, parce qu'on peut considérer que ce que fait Google sur la fin des cookies tiers et qui finalement revient sur cette délimitation-là, eh bien, a des impacts marché conséquents. Tout le monde, y compris nous, a découvert l'arrêt des cookies tiers il y a quelques années, avec des annonces de dates très précises qui ont été tout le temps repoussées dans le temps, ce qui nous a forcé de façon très salutaire d'ailleurs, à aller vers tout ce qui était cookie first party ou intégration serveur to serveur, etc., etc. Et nous a permis d'innover, d'avancer. Donc c'est pas, en fait, pour moi, c'est pas des contraintes, c'est des moyens d'aller plus loin et Mhm. d'apporter toujours plus de transparence et de travailler toujours plus le côté data que demande ce secteur d'activité aujourd'hui. Donc c'est pas des freins, c'est des Ok. opportunités, on va dire. Mhm. Ok, très clair. On va passer au sujet du podcast, le sujet croustillant de l'influence à la performance. En préparant ce podcast, je te faisais part du fait que j'ai quand même l'impression que c'est un peu la seule grande innovation des plateformes
dernièrement, ces dernières années. Comment vous, voilà, question large pour commencer, comment vous concevez l'influence et la performance chez Affiliate? Bah, écoute, nous, ça fait déjà quelques années qu'on travaille l'influence à la performance. On l'a vu grandir, en fait, de par notre positionnement initial et nos innovations, nos atouts, on va dire, technologiques en termes de modèles d'attribution, de business model également. On a nativement été porté depuis le départ vers le haut de tunnel de conversion. Et donc, si tu veux, on a vu grandir aussi le sujet de l'influence performance. Et on l'a très vite embarqué en fait chez Affiliate et on l'a très vite intégré dans les stratégies de nos clients. Ce qu'il faut se dire, c'est que aujourd'hui, l'influence performance repose sur des partenariats entre vraiment des marques et des créateurs de contenu qui sont rémunérés en fonction des résultats générés, donc vente, lead, trafic qualifié, etc. Donc c'est le modèle de l'affiliation en fait. Et en influence, il n'existait pas ou très peu, et ce modèle, il prend de plus en plus de parts de voix. Et c'est pour nous un des développements de ces dernières années qui est le plus marquant et complémentaire en fait de l'affiliation classique, parce qu'en affiliation, qu'est-ce qu'on fait? On gère des partenariats, et finalement, un influenceur, un créateur de contenu est un partenaire pour une marque, et là où on va lui amener une approche tracking data qui va permettre de mesurer la pertinence de l'apport de ce créateur sur le business model, sur le business tout court hein, de la marque. C'est pas le seul aspect que on devra prendre en compte pour juger de la pertinence d'un créateur de contenu, mais c'est un élément supplémentaire qui vient qualifier la relation entre en fait un influenceur et une marque. Et en fait, les marques, très clairement, aujourd'hui, ou les annonceurs au sens global du terme, elles ont plusieurs intérêts à développer l'influence performance. Le tout premier lieu, c'est souvent, très longtemps, ça a été l'Eldorado, l'influence, où je grossis les traits involontairement pour schématiser, mais on mettait 50 000, 100 000 euros sur la table, on activait des influenceurs, et après, c'était un peu comme la relation presse, on mesurait pas vraiment. Là, aujourd'hui, la première priorité, c'est de mesurer l'impact du retour sur investissement sur les campagnes d'influence et d'associer la capacité d'engagement en fait, des influenceurs de leur communauté à une performance réelle sur le site, on va dire e-commerce de la marque. La deuxième chose, c'est la deuxième nécessité, c'est pour les marques de développer l'influence performance, c'est peut-être moins engageant en termes de budget et plus facile d'aller sur un renforcement de la crédibilité peut-être et de la confiance des consommateurs avec leurs produits. Donc en travaillant avec des influenceurs, ils vont travailler cette communication produit, on va dire plus authentique, qui soit alignée sur les valeurs de la marque, parce que ça c'est important aussi aujourd'hui, et que les campagnes d'influence génèrent des recommandations, on va dire naturelles et transparentes pour les marques avec lesquelles ils collaborent. Et ça, c'est encore une fois, tout à l'heure, on parlait pour les annonceurs d'attente de transparence et d'authenticité. Ben là, on est sur la même chose. Les consommateurs attendent des messages honnêtes et les marques attendent de renforcer leur notoriété avec cet aspect-là. Et puis, le troisième intérêt, ça va être de créer, mais tout comme en affiliation, l'objectif, c'est de créer des collaborations qui soient durables. On va créer en fait, on va pas agir en one shot en disant tu as tel budget, tu peux recruter 10 influenceuses et tu vas les faire poster sur le lancement de ce nouveau produit. L'idée, c'est qu'on fasse en sorte que les influenceurs au global s'approprient beaucoup plus naturellement les produits de la marque sur le moyen long terme avec des stratégies de contenu diversifiées qui permettent d'instaurer une stratégie un peu continue où les influenceurs vont devenir des ambassadeurs vraiment de la marque sur le long terme en favorisant des prises de parole régulières et qui génèrent cette ligne de chiffre d'affaires récurrente. En fait, c'est de faire en sorte que l'influence devienne une ligne de chiffre d'affaires récurrente pour la marque. En fait, de créer ces équipes en fait d'influenceurs. Je sais pas si je suis clair. Très clair jusqu'à présent en tout cas. Pour moi, c'est le truc qui m'interroge le plus en fait quand tu parles d'influence et de performance. Déjà, je sais que gérer des affiliés entre guillemets classiques pour les équipes des plateformes d'affiliation, c'est beaucoup de travail, c'est chronophage. Alors je me dis gérer des influenceurs qui
quand tu contactes un influenceur, c'est une personne, je vais peut-être partir dans les clichés, mais il gère tout son business avec son téléphone. Il a peut-être jamais entendu parler de l'affiliation. Tu vas lui demander de s'enregistrer sur une plateforme où il faut mettre son numéro de TVA, son nom, son prénom, etc. Ça va le paumer. Il va se dire, bah non, moi j'ai du frais fixe, pourquoi je prendrais un risque, etc. Tout ça pour dire que le challenge pour moi, c'est vraiment sur le modèle économique. Et c'est le retour de nombreuses plateformes, en fait. C'est-à-dire que oui, tu peux faire de la performance avec des influenceurs, mais derrière, pour gérer ça, faut une armée d'account managers dans les dans- au niveau des plateformes pour gérer les allers-retours, pour l'onboarding, etc. C'est là où je comprends pas comment. Et surtout, tu parlais de micro-influenceurs tout à l'heure, mais ça doit être un boulot monstre en fait de gérer C'est ça. vrai que ouais, c'est vrai que t'as pas tort, hein, effectivement, ça demande du temps passé et ça demande surtout les bonnes stratégies et les bons outils. C'est-à-dire que si on envisage, la relation avec un influenceur, de la même façon qu'on a une relation avec je grossis les traits encore une fois, un site de code promo ou de cashback, et ben, du coup, effectivement, on va pas y arriver. C'est une relation qui est très humaine, très dans le relationnel et où pour que ça fonctionne, par principe, on se dit: «Oh là là, ça va me prendre effectivement beaucoup de temps, quel retour sur investissement je vais avoir sur ce temps passé, et cetera, et cetera. Et d'où toute ton idée d'armée effectivement pour aller craquer ce système. C'est pas tout à fait vrai. L'idée c'est que pour réussir à générer de la performance, il faut et à parler à ces influenceurs et à leur faire adopter un business model qu'ils ont moins l'habitude de travailler, ce qui est un peu moins vrai aujourd'hui parce que l'affiliation prend de plus en plus de place en influence. Euh, il faut qu'on ait les bons process et les bons outils. Les bons outils, comme tu le disais, effectivement, leur expérience, elle est quasiment full mobile toute la journée. C'est leur outil de travail et il faut que les plateformes d'affiliation s'adaptent. C'est ce qu'on fait nous chez Affiliate. On a dû devenir mobile. On a une application mobile aujourd'hui qui permet aux influenceurs d'avoir une version simplifiée mais complète en fait d'une vision de leur performance en affiliation. Et donc, tu as un dashboard qui est centré sur quelques indicateurs. Tu as une vision data produit qui est hyper importante parce qu'on va aussi beaucoup travailler la donnée et donc on doit leur donner la visibilité sur les produits sur lesquels ils convertissent le plus pour qu'eux ils permettent ça leur permette de développer ce qu'on veut c'est développer l'autonomie des influenceurs à la diffusion des produits d'une marque notamment. Alors évidemment hein, on va segmenter sur un programme d'affiliation qui est full influence où on va avoir je sais pas 300 influenceurs, on va segmenter ces influenceurs et on va en fonction des catégories d'influenceurs qu'on aura déterminées, bah, à travailler avec certains, généralement le top des relations plus, et avec les catégories, on va dire mainstream, on va développer des stratégies d'engagement qui passent par la data. Et donc, une des réflexions, c'est la techno, c'est comment la techno peut aider à automatiser. Et donc, une des réponses chez nous, c'est pas la seule, mais ça a été de dire, bah, déjà, on va leur donner une vision sur les produits qui vendent vraiment. Au lieu de dire, tu as généré tant de conversions, on le dit, mais en même temps, on lui dit, à l'intérieur de ces conversions, tu as tel et tel produit. Et donc, là, l'influenceur du jour au lendemain, il connaît vraiment l'appétence de sa communauté sur quel produit elle va pour les marques sur lesquelles il a collaboré. Et donc, il peut naturellement ajuster ses recoproduits en fonction de l'appétence de sa communauté et donc maximiser son taux de conversion et son retour sur investissement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, ouais, très Et clair, très clair. donc la data est hyper importante. Les outils sont hyper importants dans le sens où Mhm. on a l'app mobile qui leur permet de suivre le côté dashboard, comme je disais, de générer des liens traqués facilement, de pouvoir créer des listes de produits facilement qui vont diffuser ensuite sur leur réseau, de leur offrir un surface, un territoire plus grand technologiquement qui leur permette de mieux interagir en fait avec les marques avec lesquelles ils collaborent. C'est sûr que si on le fait en mode je suis provocateur, âge de pierre, entre guillemets, où l'influenceur doit se connecter à 10 plateformes d'affiliation différentes, aller sur le desktop, générer un lien qui doit copier-coller pour l'enregistrer sur mobile, ensuite le récupérer sur son mobile, le partager en story, créer sa story, etc. Bon là, clairement, on casse les envies, quoi. On n'a plus envie d'y aller. Je pense que en travaillant avec les bons outils, avec les bons process en interne, eh ben, on arrive à développer des relations influenceurs qui sont efficientes où
on maximise le retour sur investissement en fonction du temps qui est passé aussi. Et donc, pour gérer le côté temps passé, effectivement, on ne va pas gérer des armées d'influenceurs de la même façon qu'on gère des affiliés classiques. On va créer des stratégies d'animation des programmes d'influence à la performance qui sont plus peut-être poussées que des stratégies d'animation qu'on fait classiquement sur des affiliés. Où l'idée, ça va être d'arriver à faire poster naturellement, de façon authentique, ces influenceurs pour les marques. On va pas, je reprends mon exemple, si on a 300 influenceurs sur un programme, eh bien, on va avoir des relations one-to-one quotidiennes, entre guillemets, avec le top, et sur le reste, on va essayer de garder cette proximité, cette authenticité, mais en créant des challenges qui puissent travailler l'autonomie des influenceurs vis-à-vis de la marque, rentrer dans des logiques un petit peu de gamification pour créer cette relation et récompenser cette relation quand elle performe en fait. Donc ça c'est vraiment important aussi. Ok. Et pour gérer ça, donc tu as parlé d'outils, de méthodes. Au niveau humain, vous avez un pôle excuse-moi, dédié à l'influence avec des account managers qui font que ça toute la journée, ou c'est intégré dans la stratégie globale et les account managers peuvent gérer des affiliés content commerce, des affiliés influence, des affiliés cashback? Oui, alors nous on essaye effectivement, on est spécialisé aussi, on a des account managers qui se sont spécialisés en influence performance et on a d'autres qui font les deux parce qu'aujourd'hui les programmes d'affiliation ce ne sont pas que des programmes d'influence, même si chez Affiliate il y en a beaucoup. On a des stratégies qui sont équilibrées, où on a des influenceurs, des blogs, des médias, des comparateurs au sein des mêmes programmes ou même des sites de cashback ou autres, donc c'est assez représenté. Et c'est une typologie parmi les autres. C'est une typologie qui prend effectivement plus de temps, mais nos account managers aujourd'hui sont formés et ont une appétence à aller vers ces stratégies d'influence également, qui complètent et parfois prend le pas aussi sur les stratégies d'affiliation classiques. Donc, on a des spécialisations, mais on a une volonté de développer aussi la compétence de nos account managers sur l'ensemble en fait du territoire des partenariats affiliés, qui comprend l'influence. Est-ce que tu dirais que l'influence est le secteur des affiliés le plus en croissance aujourd'hui sur Affiliate? Chez nous, oui, complètement. Ok. Et tout à l'heure, c'est ce que je te disais, mais j'ai travaillé quelques chiffres parce que là, on est en Ok. train aussi de faire on va sortir bientôt une petite étude sur l'affiliation et l'influence performance, effectivement, sur l'année 2024, ce que ça a représenté chez Affiliate. J'en ai sorti quelques chiffres. L'idée, pour que ça vous permette de voir en fait que l'écosystème d'affiliés chez Affiliate, il est quand même en pleine transformation avec les créateurs de contenu. On a aujourd'hui, tu vois, je regardais 49% des partenariats affiliés qui sont aujourd'hui des influenceurs, quoi. Donc ça illustre clairement que cette intégration en fait massive de l'influence dans les stratégies d'affiliation chez nous, quoi. Et cette proportion, elle montre vraiment que l'affiliation, elle est plus limitée aux acteurs traditionnels qu'on évoquait tout à l'heure, hein, comparateurs, cashback, médias, etc., mais qui s'élargit vers des profils d'affiliés orientés relationnels en fait avec les consommateurs. C'est ce que je te disais, hein, on a besoin de se rapprocher davantage du consommateur et d'avoir un impact relationnel fort. Et j'ai trois autres chiffres. Le premier, le deuxième plutôt, ça va être, on a mesuré la croissance en fait de création de profils influenceurs sur la plateforme et en 2024, on a eu 29% de plus de profils influenceurs créés. Donc là aussi, on montre que il y a une attractivité du modèle affiliation pour les créateurs de contenu. Ça se popularise aussi. C'est plus leur méthode de monétisation, elles évoluent. Ce n'est pas forcément que du paid. On a aussi beaucoup d'affiliations qui rentrent et on a même des créatrices de contenu qui aujourd'hui ne fonctionnent qu'avec l'affiliation parce que elles ont plus de souplesse, elles communiquent de façon plus authentique avec leur communauté et donc certaines peuvent se le permettre, pas tous, mais on va rechercher plutôt un équilibre. Mais il y a vraiment une opportunité de monétisation complémentaire et durable parce qu'on vient travailler la récurrence toute l'année dans la génération de commissions, quoi. Et puis, si je parle très concrètement de chiffres qui sont orientés, on va dire, commission sur ce que ça génère vraiment pour les influenceurs, eh bien, là aussi, c'est pareil, on a une augmentation significative de 23% des commissions qui ont été versées aux influenceurs. Et donc, on voit là aussi qu'on a un engagement, on va dire, croissant des marques à structurer leur collaboration avec
un modèle basé au résultat sur le levier création de contenu influenceur, quoi. Donc ça, c'est Ok. important aussi. Il y a vraiment une accélération. Et puis, dernier chiffre que je vais vous partager, on a 49% des volumes de commission qui sont versés sur Affiliate, eh bien, c'est pour des influenceurs. Ok. Donc là aussi, clairement, c'est une commission sur deux. Et ça montre que ce levier, bah, il est plus marginal ou traité pour faire joli dans les programmes d'affiliation, comme tu Mhm. disais, mais ça devient vraiment une vraie composante clé des stratégies Mhm. d'acquisition en affiliation de nos clients, quoi. Très Donc clair. ça, c'est clair. Est-ce que vous avez des annonceurs qui ont, parmi les tops affiliés, justement des influenceurs? Ah oui, oui, carrément. Ce que je te disais tout à l'heure, c'était que dans le top 10 que je regardais, il y avait déjà plus de 50% des marques qui intégraient des influenceurs en top performer, donc c'est clair. Mhm. Pour citer quelques noms, on a par exemple des programmes comme La Redoute qui sont très drivés aussi par l'influence. Ok. Ils investissent vraiment une proportion importante de leur budget en affiliation dans l'influence à la performance. On a des annonceurs comme, par exemple, comme Leroy Merlin qu'on a rentré en 2024. Et ce qui est intéressant, c'est que Leroy Merlin avait complètement arrêté l'affiliation, donc Mhm. ils n'avaient plus de programme d'affiliation. Ils sont revenus à l'affiliation pour créer justement un programme d'affiliation à la performance avec Ok. des influenceurs. Donc il est 100% full influenceur. Et aujourd'hui, il est quasiment rentré dans notre top en fait programme au terme des volumes générés sur ces derniers mois en affiliation. Et que par des influenceurs. Donc c'est là où tu vois que ça fonctionne Hmm. vraiment. Kiabi, pareil, programme full influence. Là, c'est extrêmement intéressant parce qu'en plus, on exploite une logique qui est un peu différente de l'influence micro classique. On va vraiment être sur des nano-influenceurs. L'idée a été de se dire avec Kiabi, Kiabi avait une communauté qui s'appelait la Kiabi Community, où il recensait un peu tous les top clients, les clients qui parlent de la marque Kiabi sur les réseaux sociaux. Euh, je ne voudrais pas me tromper de grandeur, mais par exemple, on va dire qu'il y avait 5000 profils. Et sur ces 5000 profils, on est venu regarder ceux qui avaient les plus d'engagement. Et on a réduit cette liste à 150 nano-influenceurs, qui étaient des clients hein, globalement de la marque. Et on a créé un programme d'affiliation dédié à cette typologie-là, qu'on a appelé Kiabi Link. Et ce qui est Link, on est venu en fait proposer la monétisation des contenus en affiliation à ces influenceurs-là. Donc on les a contactés, on leur a expliqué la démarche de l'affiliation et du jour au lendemain, ils se sont mis à gagner en fait de l'argent sur les ventes qu'ils réalisaient grâce à leur communication pour Kiabi qui faisait spontanément, naturellement. Alors Mhm. vous allez me dire pourquoi le faire alors qu'ils le faisaient spontanément, naturellement, quoi. Ça n'a pas de logique. En fait, si la logique, elle était dans la démultiplication des volumes qui étaient attendus. Parce que quand on fait des choses naturellement, on le fait spontanément, on va aller en magasin, prendre des photos, faire des stories, etc. Mais quand on est rémunéré pour le faire, eh bien, du coup, on accélère son rythme et on le fait avec plus d'engagement, plus d'authenticité et on va le porter plus haut, plus fort. Mhm. Et cette logique-là, elle a permis de démultiplier les contenus, les posts, les stories, etc., qui étaient créés sur ces profils-là. Et ça a permis de générer évidemment une ligne de chiffre d'affaires 3 fois, 4 fois, 6 fois plus importante. J'ai plus les performances, les KPI en tête, mais je crois qu'on était sur un ROI entre 15 et 20, donc ce qui est excellent. Et le taux de conversion, idem, je crois qu'il était à 17%. On a fait un cas qui habille, pardon, j'ai plus tous les chiffres en tête, mais Pas de on problème. l'a présenté au salon de l'influence en novembre. Et c'est vraiment pour nous une belle success story parce qu'on vient Mhm. capitaliser sur des nano-influenceurs qui sont des top clients de la marque. Donc on parle plutôt ici de collaboration avec des non-professionnels en fait de l'influence, ou pour certains l'étaient. Et les logiques sont pas du tout les mêmes. Et comme quoi on peut exploiter aussi des tout petits influenceurs parce que ça commençait à 3000, enfin même un peu plus tard à 3000 followers, jusqu'à 20 000 followers. Et aujourd'hui, ça a tellement été un succès franc qu'on est en train de développer avec Yavi du coup des stratégies plus larges Mhm. en influence. Quand tu parles de Kiabi et de Leroy Merlin qui sont en programme donc d'affiliation influence, c'est une volonté de la marque, des annonceurs, de ne faire que de l'influence. Ils vous disent, nous, ok, on signe chez vous, mais on accepte que des influenceurs? Ou ils sont ouverts Bah, également à d'autres leviers?
C'est clairement une volonté propre, effectivement. D'accord. On a co-construit cette approche avec eux. Encore une fois, dans le cas de Leroy Merlin, ils avaient complètement arrêté l'affiliation, hein, donc la volonté était de redonner de la valeur et aujourd'hui, on va co-construire et retrouver cette valeur avec le haut tunnel de conversion et donc l'approche avec l'influence. Quitte à après à élargir effectivement sur des choses qualitatives, mais on va rester sur cette approche de création de contenu. Un Mm. autre exemple qui est ultra pertinent, et tu demandais un cas d'école tout à l'heure, le cas d'école là-dessus, c'est la marque Cézanne. Je ne sais pas si tu connais, Oui. qui est très connue. Et aujourd'hui, sans trahir de secret, on a plusieurs milliers d'influenceuses actives dans tous les coins du monde en fait sur le programme d'affiliation. Et quand je dis actif, c'est actif tous les mois. Donc ça Mhm. génère des millions d'euros de commissions et des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année, Mhm. quoi. Donc Ok. c'est pas bullshit, ça fonctionne. Mhm. Très bien, très bien. Tu commences à me convaincre. Euh, le- tu parlais de haute de tunnel. Euh, alors les personnes qui nous écoutent je pense, sont familières avec ces termes, mais euh, tu as également mentionné le côté last click, le modèle Oui, finalement du last click, qui n'est pas adapté pour ces affiliés, pour ces influenceurs. tout dépend. Claire, Tout vas-y, dépend. je te laisse Ouais, ouais, développer. non, mais tout dépend parce qu'en fait, quand vous avez un programme qu'avec des influenceurs, peu importe le modèle Oui, d'attribution, que ça soit du first, du last, du partage, ouais, etc. c'est vrai. Tu vois ce que je Mm. veux dire? Par Ouais, contre, ouais. oui, sur les programmes où on a un mix marketing plus équilibré en termes de partenariat, là, on va intégrer intelligemment des modèles d'attribution comme le partage de commissions chez nous, ou un modèle au first click, ou un modèle. De toute façon, ces modèles sont retraités dans des outils d'attribution ensuite par les annonceurs et les marques, Mm. et où notre enjeu va être de valoriser en fait l'impact d'affiliés ou des stratégies de création de contenu en comparaison avec les autres leviers de la marque. Mhm. Et donc tu as mis l'accent vraiment sur les nano-influenceurs, les micro-influenceurs. Est-ce que vous travaillez avec des influenceurs plus, alors sans donner de nom, mais Macro. qui ont oui, c'est ça, qui ont des centaines de milliers de followers ou vraiment qu'on peut voir dans les médias. Et Oui. si oui, enfin, je te laisse répondre à cette question parce que je sais pas du tout la réponse, donc je te laisse répondre. En fait, ce qui est sûr, c'est que ce qui marche le mieux en affiliation, on va capitaliser sur les communautés qui sont très engagées et qui vont pouvoir justement générer ce pouvoir de conversion. Et généralement, on est plutôt effectivement sur des nanos et les micros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va être entre allez, 20 et 300 000 followers globalement. Si je dois le réduire qu'à ce KPI-là pour que ça soit très compréhensible. Et après, on va considérer que tout ce qui est au-dessus de 300 000, ça va être des logiques des macro-influenceurs. Donc là, oui, on en active. Et après, l'apport des macro-influenceurs n'est pas toujours le même et ça dépendra des taux d'engagement. Mais la conversion n'est pas le seul critère qui est pris en compte. On va regarder tout ce qui est taux d'engagement, on va regarder tout ce qui va être centre d'intérêt et de tout ce qui va être interaction avec la communauté, etc., etc. Donc c'est un ensemble de KPI qui nous permet de dire, eh bien, le programme d'influence performance, il est aussi rentable avec des macros parce qu'on ne regarde pas que la conversion. Tu vois, on est sur des typologies d'affiliés qui ont un impact image. Il faut pas l'oublier, et il faut pas leur enlever surtout parce que c'est vraiment c'est pour ça qu'on choisit ce levier aussi. Alors oui, on va vouloir adapter les méthodes de monétisation en incluant de l'affiliation. Oui, on va vouloir traquer leur pertinence en termes de retour sur investissement pour les marques. Mais il ne faut pas oublier que ça reste un levier d'image et il se traite aussi en tant que tel, et il s'analyse en tant que tel. L'impact ROI, il se mesure, mais il ne doit pas être le seul critère d'analyse. On a aussi les critères images qu'il faut prendre en compte. Tu peux nous donner un peu le profil des influenceurs? Ils sont sur quel réseau en ce moment? J'imagine Instagram, TikTok. Est-ce qu'il y a Mmh. d'autres choses que tu vois fonctionner ou des choses Ouais. intéressantes qui sont en croissance? Bah, clairement, de loin, ce qui fonctionne le plus en affiliation, c'est Instagram. Clairement, on a beaucoup d'influenceurs sur Instagram, mais aussi parce que le réseau est très adapté du coup à poster facilement des liens. On peut travailler sous la forme de code promo traqué également, etc. Donc c'est facile à utiliser, c'est facile à traquer, etc., etc. Mais derrière, on a YouTube qui fonctionne très bien aussi. On a des réseaux plus qu'on avait moins l'habitude de travailler, mais comme Pinterest qui reviennent aussi sur le devant et qui fonctionnent. On a
TikTok aussi. Alors là, je le mets un peu en dernier parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est un peu plus difficile de pouvoir traquer sur TikTok parce qu'on peut utiliser que le côté bio, on va pouvoir mettre des liens, etc. Sinon, on peut pas l'intégrer sur d'autres formats. Donc, c'est intéressant à exploiter. C'est intéressant de voir comment il évolue parce que TikTok Shop va arriver aussi bientôt. Donc, on a pas mal d'espoir en fait dans ce réseau, surtout qui grandit avec les consommateurs. Et ça va devenir un réseau phare et on s'adapte nécessairement à ces évolutions, quoi. Tu parlais de TikTok Shop, et effectivement, je pense que je crois que c'est déployé en Allemagne, si je me trompe pas. Non, Ouais. en Espagne, pardon. En Allemagne aussi. Ouais, je sais plus si c'est en Espagne ou En en fait, Allemagne. déjà beaucoup aux États-Unis et dans les pays Ouais. anglo-saxons. Effectivement, ils ont dû, alors pour connaître en surface le sujet, hein, j'ai pas de Mhm. prétention là-dessus, mais en gros, on est un peu les derniers pays ou le dernier pays développé parce que contraintes réglementaires etc. Donc, avant de développer TikTok Shop, il faut qu'ils s'adaptent bien à toute cette réglementation et à informer leurs consommateurs, les utilisateurs, etc. Avec toutes les obligations légales que nous on peut avoir, quoi. Hmm. Je pense que le jour où ça va débarquer en France, effectivement, ça va un peu, ça va changer le jeu de l'influence, et surtout au niveau de l'affiliation. J'ai pas très très bien suivi le sujet aux États-Unis, mais j'ai quand même observé le phénomène, et c'est vrai que ça a permis à certains créateurs de faire des très très belles performances en affiliation avec leur TikTok Shop. Donc ouais, ça devrait être intéressant. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça devrait arriver en France? Ok. J'en discutais ce matin en interne, Ok. effectivement. En gros, ça fait 3 ans qu'ils l'annoncent Ok. en disant ça va arriver dans 6 mois. Et là, ils viennent de nous redire ça va arriver dans les 6 mois. Donc, D'accord. on croise toujours les doigts, mais Mhm. on a un petit peu d'attente aussi avec l'arrivée de TikTok Shop, quoi. Ok. Est-ce que dans justement en tant que plateforme d'affiliation, est-ce que vous êtes en relation avec les plateformes Meta, Instagram, enfin qui fait partie de Meta, mais TikTok, Pinterest? Est-ce que vous avez des discussions avec les équipes, et comment ils perçoivent l'affiliation? Un peu, mais pas assez. D'accord. Donc, un peu, mais pas assez, c'est clairement des choses qu'il faut qu'on développe encore plus. En tout cas, je parle pour Affiliate aujourd'hui. euh, Notre relation avec les réseaux, plus on fait d'influence, plus on est représenté dans ce monde-là, plus il faut qu'on évolue, qu'on puisse anticiper les tendances, les nouveautés qui vont arriver, etc. Donc aujourd'hui, on arrive à le faire, mais ça serait bien d'avoir cette connexion plus avancée effectivement avec les réseaux. Donc difficile un peu de te répondre là. Je pense Hmm. que il faut le construire. Et il faut qu'on avance, quoi. Hmm. Je pose la question parce que justement, c'est compliqué de tant du côté des influenceurs ou des affiliés, de tout miser leur business sur une seule plateforme ou même sur plusieurs plateformes. Il y a quand même un gros risque. Il y a aussi un risque de marché pour les plateformes, hein. Si demain Instagram dit pour quelque raison que ce soit, on veut plus de liens affiliés sur notre plateforme, bon bah ça tombe. Si demain TikTok il est banni comme aux États-Unis, il est de retour pour l'instant, mais il y a quand même des risques quand même assez important. Et je trouve que c'est assez dur. Même Pinterest, tu vois, il y a quelques années, ils ont dit ok, vous pouvez mettre des liens affiliés. Après ils ont dit ah bah non, finalement on n'en met plus. Après non mais vous pouvez, etc. Là je sais plus trop où ils en sont, mais et c'est assez dur d'avoir vraiment une feuille de route. Peut-être parce que eux, les plateformes ne l'ont pas elles-mêmes, hein. Elles évoluent, et forcément c'est leur business, et donc on doit s'adapter, hein, quand on joue au jeu des plateformes. Mais ça, c'est quand même je trouve que c'est un risque qui est un peu sous-estimé. Toi, ça te fait pas peur, ça, de te dire, bah, potentiellement mon business, il est placé entre les mains des grosses plateformes qui derrière peuvent couper l'affiliation comme ça, ou tu penses que ça va vraiment pas se... Je suis assez optimiste par nature. Ouais, Non, disons que effectivement, le problème est récurrent, mais c'est pas le seul secteur d'activité. Quand vous placez toutes vos billes sur Google et que bien sûr. Google augmente, fait plus 100% sur son CPC, est-ce que vous arrivez à tenir les coûts d'acquisition ou pas? Tu vois, la Ouais, question, bien elle est sûr. exactement la même. Mm. Là, effectivement, on est dans le digital, tout évolue très très vite, les décisions et les mouvements des plateformes sont pluriannuels et les changements vont bon train, effectivement. Après, il faut voir que
on surfe tous, ils surfent tous, et on surfe tous en tant qu'agence sur la creator economy. Aujourd'hui, elle va en poupe. Si demain Instagram décidait de plus faire d'affiliation, ils coupent une voie de monétisation directe de leurs influenceurs et de leurs créateurs de contenu, tu vois. Mhm. Et donc, ils deviennent moins pertinents face à d'autres plateformes qui n'hésiteront pas à prendre le pas, tu vois. On le voit directement quand le sujet de TikTok est arrivé aux États-Unis, eh bien, d'autres plateformes se sont créées et engouffrées pour prendre la place de TikTok. Qu'est-ce que je veux dire, Instagram s'adapte et copie les formats TikTok, etc., etc. Tu vois, donc il y a tellement une guerre concurrentielle importante, une économie qui est structurée autour de ces réseaux sociaux que je suis assez positif. Je dis Ouais. pas que ça n'arrivera pas, mais quoi qu'il arrive, on s'adaptera, quoi. C'est ça que je veux Mhm. dire. Ok, très clair. Tu parlais de creator economy. On parle de plus en plus de B2B aussi dans la creator economy. Vous avez certains programmes qu'on pourrait qualifier de B2B éventuellement. Enfin, je Ouais, crois que vous aviez Conto, non? Par oui. exemple, vous avez le compte. Est-ce que tu peux citer d'autres programmes dans ce secteur? Oui, oui, on travaille alors beaucoup pas mal, oui, sur des concepts en fait, sur des concepts, on va dire sur des B2B, de concepts néo B2B, tout ce qui va être des PayFit, tout ce qui va être des Penny Lane, tout ce qui va Mhm. être de la banque en ligne, des Shine, des Conto, des Propulse qui font partie du groupe Crédit Agricole, etc. Donc oui, on développe beaucoup ces concepts en B2B. On développe d'ailleurs sur ces relations B2B pas mal de réseaux sociaux, parce que, enfin pas mal. En tout cas, ça fait partie des stratégies et c'est surtout YouTube ici le levier qui est le plus impactant en fait en B2B, que ça soit pour la banque, les finances personnelles ou autres. YouTube est assez fort en fait dans ce domaine-là, quoi. Ok. Je pensais que sur LinkedIn également ça pourrait fonctionner. Oui, Une personne qui a un bon following sur LinkedIn peut faire des publications sponsorisées ou affiliées pour des comptes en banque ou pour des services pro. Est-ce que tu as raison. ça représente une part qui est intéressante ou c'est encore relativement faible? Ouais, si, tu as raison, c'est très utilisé en fait dans les stratégies d'acquisition, mais nous on l'utilise, c'est vrai, un peu moins en affiliation. Alors Mhm, pourquoi? Peut-être que le modèle à la pure performance est peut-être un peu moins adapté je sais pas, à LinkedIn ou autre. Pourquoi pas? mhm, En fait, c'est plutôt des sujets qui se développent de plus en plus et qu'on creuse nécessairement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quand même plus de partenariats qui se créent sur YouTube, sur ce secteur d'activité-là, que sur LinkedIn. Après, clairement, on creuse ces opportunités, quoi. ok, intéressant. Avant de passer aux questions de fin, est-ce que tu as des conseils pour les annonceurs qui font pas encore de performance, d'influence à la performance, pour se lancer, peut-être des annonceurs qui sont déçus, comme tu disais, de l'affiliation ou qui ont eu des expériences pas forcément très positives. Qu'est-ce que tu peux leur conseiller pour demain se lancer et retrouver l'amour de l'affiliation? Euh, il faut retrouver l'amour des partenariats bien faits, ouais. En gros, l'idée, c'est que il faut jouer carte sur table, c'est-à-dire qu'on joue la transparence, l'authenticité. Elle n'est pas seulement dans les contenus des créateurs que les marques vont attendre, elle est aussi dans la relation que les marques vont investir avec les créateurs. Donc ça, c'est hyper important. On joue carte sur table, les choses sont dites et transparentes. On provoque des relations physiques aussi pour réussir, parce qu'on est dans un levier, j'ai commencé par introduire par ça, je crois, mais on est dans un levier qui est très humain. Et donc, il Mhm, faut aller vers ce côté humain. Et surtout, on est dans la data, c'est-à-dire qu'on analyse beaucoup aujourd'hui, c'est ça ce que les annonceurs aussi font de plus en plus et se professionnalisent de plus en plus, c'est l'analyse des données. On n'analyse plus seulement un partenariat uniquement sur le nombre de ventes générées, on va vraiment utiliser un sacré nombre d'indicateurs qui vont nous permettre de dire bah, cet ensemble d'indicateurs dit ok, on est sur un bon partenariat qu'on structure, qu'on développe dans le temps et qu'on fait avancer. Donc la data est hyper importante. Se professionnaliser sur l'attribution aussi, c'est un sujet très important en ce moment, depuis 2024, 2025. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de l'affiliation EGA4,
mais ça fait couler beaucoup d'encre. Et donc, il y a des problématiques d'attribution et de valorisation de l'impact du haut de tunnel qu'il faut continuer à travailler intelligemment, quitte à ne pas sur l'impact d'un levier comme les influenceurs, comme l'influence à la performance, on va dire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un levier aussi image. Donc, on ramène une notion de performance qui vient sécuriser et conforter l'investissement, mais on n'analyse pas l'impact de ce levier qu'avec des indicateurs performance. On analyse aussi les données ou les KPI plutôt sociaux, tels que les taux d'engagement, tels que le nombre de posts, le nombre de commentaires, etc., etc. Tout ce qui va venir autour de ces partenariats et qui permettent de justifier que s'il n'y a pas match au niveau de la conversion, il y a peut-être match au niveau de la contribution de ces acteurs à vos tunnels de conversion. Et ça, c'est hyper important de pouvoir l'avoir en tête et de le valoriser. Donc, en résumé, une approche qui est beaucoup plus transparente, une approche qui va vers l'authenticité avec les partenaires et une approche qui est mesurable. Et quand on dit mesurable en affiliation, on a trop tendance à penser CPA, retour sur investissement direct. Eh bien non, on prend plusieurs critères et on développe des relations moyen-long terme. On essaye aussi de pas toujours beaucoup de marques peuvent avoir une vision à attendre un retour sur investissement immédiat. En vrai, les vraies stratégies, surtout quand on travaille surtout quand on travaille sur le haut de tunnel et la création de contenu, les vraies stratégies, elles demandent d'être affinées, de parfois faire des pivots, etc., etc. Et c'est en construisant ça dans le temps qu'on arrive à développer les plus beaux partenariats, quoi. Très clair. On passe côté affilié, enfin plutôt influenceur, et qui souhaite se lancer dans le modèle affiliation, qui souhaite tester l'affiliation. Qu'est-ce que tu peux lui conseiller, à part aller sur affiliate.com et s'enregistrer? Quelles sont les bonnes pratiques que tu pourrais partager? Ou l'inverse, d'ailleurs, on peut s'adresser aussi aux éditeurs, on va dire, classiques qui voudraient se lancer dans l'influence. Il y a aussi cet aspect-là qui a un enjeu aussi. Donc effectivement, si on se place du point de vue influenceur, je donnerais quasiment les mêmes conseils en fait que côté marque. C'est transparence, travailler l'authenticité de leur communauté, mais tout ça c'est inhérent vraiment à leur style éditorial et comment ils travaillent et comment ils comprennent et comment ils interagissent avec leur communauté. C'est vraiment la base de leur activité. Et puis surtout, je dirais de creuser vraiment le côté data pour leur permettre d'aller beaucoup plus loin dans leur collaboration avec les marques et justifier des collaborations plus intenses, justement. Okay. Après, si je dois m'adresser plus aux éditeurs qui veulent aller vers l'influence au sens large du terme, il faut d'abord bien comprendre que les différences entre l'affiliation classique et l'influence, quoi. Je grossis les traits encore une fois, mais côté affiliation classique, on faisait beaucoup un focus sur le SEO, les comparateurs de prix, les contenus, alors que le modèle de l'influence, lui, il faut comprendre que il est un petit peu moins business, même s'il est, mais il est basé sur l'émotion et vraiment la proximité avec l'audience et qu'on peut avoir. Et générer, puisqu'il est éphémère, donc générer des décisions d'achat qui soient rapides avec leur contenu le plus authentique possible. Donc, il faut plutôt penser relation que transaction. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Ouais, l'engagement est important. Et puis voilà, et puis surtout l'omnicanalité, ce qu'on disait tout à l'heure, le côté multiplateforme. Alors à la fois il faut bien choisir sa plateforme, mais à la fois il faut être aussi plus large et multiplateforme. Et varier les formats qu'on va pouvoir utiliser, que ça soit des stories, des reels, des lives, des podcasts, comme on est en train de faire, ou faut tester ce qui va résonner le mieux auprès de la communauté de l'éditeur, en fait. Ils vendent pas, il faut changer d'aspect, c'est-à-dire qu'on vend plus un produit, on va, ce que je disais tout à l'heure encore, mais raconter une histoire qui va créer en fait cette connexion émotionnelle et qui va faire vendre, qui va faire acheter derrière, en fait. C'est intéressant parce que tu parles des éditeurs qui devraient ou qui souhaitent se lancer sur l'influence, mais on peut presque reprendre également le concept dans l'autre sens, se dire les influenceurs qui devraient peut-être être éditeurs aussi, parce que je parle du côté éphémère. C'est vrai que tu fais une story, c'est un peu qui te double. Tu vends pas. Après ta story, elle est partie. Les gens ils peuvent pas forcément retrouver le produit que tu as recommandé, etc. Ça serait intéressant d'avoir des influenceurs ou un outil pour les influenceurs qui puissent regrouper
tous les produits qu'ils recommandent. Alors j'imagine que ça existe déjà. Non, je Bah, sais c'est ce pas, qu'on tu vois. fait. Non, mais oui, Sur on le Affiliate, fait. Ouais, très bien. ouais, en De fait, quelle manière? à travers notre application mobile, effectivement, on a développé et on est en train de renforcer cet aspect-là. Du coup, la création de listes de produits Ah, super. Ok. monomarques ou multimarques pour les influenceurs. Et de cette façon, ils peuvent à la fois le poster sur des contenus éphémères, effectivement, comme tu disais, en story ou autre, mais ils peuvent aussi le poster en bio ou sur des contenus qui restent très largement, en fait, plus longtemps qui ont plus d'impact, en fait, et qui permettent Hmm. d'avoir une exposition plus forte aux produits de la marque tout au long de l'année. Donc ça, clairement. Et puis il y a aussi un autre aspect, c'est développer pour les créatrices ou les créateurs de contenu qui le peuvent, ben, cet aspect éditorial aussi. On a Ouais. des créatrices qui sont très fortes aussi et qui ont les deux, c'est-à-dire le côté réseau social et le côté, on va dire, blog, site de contenu Mhm. spécialisé, qui viennent renforcer leur impact global et passer de l'éphémère aux stratégies peut-être de SEO, Ouais. etc. Et c'est là où il y a un match gagnant, mais Hmm. c'est généralement aussi les créatrices ou les créateurs de contenu qui étaient là avant que Ouais. l'influence arrive et qui ont continué Hmm. à capitaliser en fait sur ces stratégies de contenu plus larges, quoi. Ouais, ils ont déjà les codes et donc c'est dans leur Ouais. ADN, ils ont déjà le savoir-faire, etc. C'est Ok, vrai bah je qu'aujourd'hui on connaissais. se dit Ouais. moi je veux créer un blog, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais bon, j'ai des exemples là, sur le site. Alors, on n'appelle pas ça des blogs, mais Ouais. des sites thématiques. Mm. Par exemple, sur le vélo, qui fonctionne très bien. Et j'en discutais avec une personne qui a beaucoup de le SEO aussi, et remarquait que tous les gros sites ont tendance un peu à galérer en termes de trafic, etc., les gros sites établis. Par contre, les nouveaux sites qui se lancent sur des thématiques ultra pointues, bah, ça semble bien fonctionner. Les courbes de la croissance est au rendez-vous. Alors, c'est toujours plus simple, en fait, de grossir un site de 0 aussi. Ça peut être plus impressionnant au niveau Toujours plus de la simple d'aller de croissance. 0 à 1. Exactement. Mais sur le temps, ça va être intéressant de suivre cette tendance. Je ne sais pas si c'est quelque chose que Google souhaite mettre en avant ou si c'est juste, bon, bah, c'est mécanique et ça se passe comme ça en ce moment. Mais ouais, ça serait intéressant de Bah, en tout cas, suivre nous, ça. chez Affiliate, ça fait vraiment partie de notre ADN aussi d'aller être en veille et sourcer systématiquement les nouveaux sites qui peuvent un peu Hmm. popper en fonction Ouais, des différentes thématiques, etc. Et on a des outils de recherche SEO assez avancés, etc., qui nous ok. permettent de positionner les marques dans les meilleurs articles, etc. Mais clairement, je pense pas que ce soit une stratégie qui soit encore morte. C'est une Hmm. stratégie qui s'adapte et qui évolue avec les enjeux. On n'a pas parlé d'IA, on aurait pu en parler 15 fois, Mhm. mais c'est pas mort en fait. Il faut juste Hmm. s'adapter aux nouveaux comportements et de recherche aussi d'utilisateurs. Euh, la voix notamment Ouais. et l'IA ont des impacts significatifs aussi sur ce Mhm. type d'éditeur là. Ouais. Bah, ça pourra faire l'occasion d'un second podcast pour explorer effectivement l'IA Avec et plaisir. l'affiliation. Bah ouais, ça serait super intéressant. Tu parlais des outils. Ce sont des outils en interne que vous avez développés? Absolument, tout Ok, à fait. d'accord. On fait tout en interne. On n'externalise rien en termes de techno, parce qu'on veut maîtriser, à tort ou à raison, mais en tout cas c'est notre positionnement aujourd'hui. On veut maîtriser. Euh, Et puis c'est important d'avoir les retours en direct sur nos produits pour pouvoir optimiser nos stratégies de croissance aussi Mhm. sur ces différents aspects-là, sur ces différentes typologies d'éditeurs et sur les marques avec lesquelles on va collaborer, quoi. Est-ce que tu as un outil justement qui te dit ce qui sera le comment dire le prochain affilié star après les influenceurs? Quel est quel est le Je pense qu'on modèle a encore beaucoup à faire de travail sur le côté créateur, justement. ouais. Et après, le deuxième sujet, mais qui est très lié, c'est-à-dire c'est une extension du levier création de contenu, et qui est de la création de contenu, c'est de travailler sur les communautés des marques, comme le POC qu'on Hmm. a pu faire avec Kiabi, Ouais. que je t'ai présenté tout à l'heure, Mhm. parce qu'il y a de la valeur en fait dans ces communautés clients de marques, et ça c'est même pas le prochain step, c'est déjà un step qui est en cours. Ouais. Qui va être de plus en plus poussé. On le voit avec tout ce qui est contenu UGC, etc. C'est maintenant comment on exploite tout ça pour en faire des leviers d'acquisition pertinents, notamment en affiliation, quoi. Très clair. Très clair. Est-ce que tu as encore 5-10 minutes pour les questions de fin? Allez, go. C'est bon? Ok. Ouais, c'est Alors, parti.
Tu parlais justement des outils, mais est-ce qu'il y a un outil ou un service que tu rêves d'avoir pour faire ton boulot et qui n'existe pas encore? Ou peut-être au niveau de tes équipes? Ouais. Bah, de toute façon, c'est pas une surprise, hein. On va parler d'IA. Tu voulais pas en parler, mais on va en parler sur un C'est bon, moi on va en parler maintenant. pas de problème, vas-y. Oui, bah, effectivement, l'idée, c'est d'automatiser les process et d'amener de l'intelligence dans les recommandations et les stratégies qu'on peut déployer auprès de nos clients. Et donc, l'IA c'est déjà des sujets qu'on travaille en interne et on va déployer de nouveaux outils. Et ça va permettre, en fait, de grader en fait la relation, les recommandations, aller plus vite, faire plus en fait, tout en intégrant l'humain qui vient rationaliser cette approche-là et qui vient être le contact humain en fait que ces relations nécessitent. Tu vois. Mhm. Donc il est hors de question d'abandonner l'humain, il est juste question de grader en fait euh, les stratégies qu'on peut développer pour aller plus vite et plus loin quoi. Ok, Donc très clairement clair, oui, l'IA. très clair. Quelles sont les tendances qui te stimulent le plus en ce moment dans le marketing d'affiliation? Alors, on a beaucoup parlé de la créateur économie, des influenceurs, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Bah, c'est vrai que l'influence est déjà un sacré morceau. Mhm. La tendance aussi, c'est peut-être de mieux travailler l'animation des programmes d'affiliation. C'est-à-dire qu'en gros, beaucoup de marques, mais aussi d'agences, on va avoir ce défaut de se concentrer beaucoup sur le recrutement de nouveaux partenaires, alors qu'en fait, la valeur, le recrutement et l'activation, effectivement, mais la valeur, elle est beaucoup aussi dans l'animation des Mhm. programmes d'affiliation et de ce qu'on peut, de fidéliser en fait les crews d'éditeurs avec lesquels on travaille et qui vont pouvoir, en fait, finalement, la valeur de chiffre d'affaires, elle est aussi là, en fait. Mhm. Et on le fait, mais on le fait peut-être pas assez. Et il faut trouver un espace pour pouvoir le faire parce que c'est là où on va pouvoir aller chercher plus de volume aussi. Très bien. À l'opposé de la question précédente, quelles sont les choses qui t'inquiètent le plus ou qui t'interrogent le plus dans l'industrie du marketing d'affiliation? Alors, je suis assez positif hein, comme garçon, donc je pas trop d'inquiétude. J'ai beaucoup de chantier, on va dire, mais un des aspects qui est peut-être celui qu'on maîtrise le moins, c'est cet aspect, enfin, pas qu'on maîtrise le moins, mais c'est sur lequel on a le moins de contrôle ou de pouvoir, c'est, entre guillemets, le légal, tout ce qui Ouais. va être réglementation marché qui vont évoluer. On a eu, tout le secteur a eu beaucoup d'inquiétudes avec l'impact du RGPD, de la CNIL, des conditions des navigateurs qui évoluent. C'est l'aspect sur lequel on est en action-réaction, si tu veux. On n'est Mhm. pas dans le contrôle, on essaye d'avoir un petit peu d'anticipation le plus possible et d'adopter les bonnes pratiques marché avant qu'elles soient réglementées. Et ça, tout le monde essaye de le faire et nous, chez Affilié, je crois qu'on est pas mal dessus. Mais effectivement, on n'est pas à l'abri de l'Union européenne qui légifère sur telle ou telle partie Mhm. et qui viennent un peu conditionner l'exercice de notre activité ou la façon dont on peut mesurer les données, comme ça a déjà été le cas par le passé, et qui nous challenge et Et encore une fois, hein, tout ça est très positif, mais du coup, le jeu, c'est de pouvoir l'anticiper au maximum et d'aller vers les bonnes pratiques marché. Enfin, on le fait hein, nativement, mais voilà, d'être clairvoyant Mhm. davantage sur les bonnes pratiques marché à l'avenir. Très bien. Quel est le média ou le groupe média, ou peut-être l'affilié, qui t'inspire le plus? Alors, pour pas faire de jaloux, tu peux aller à l'international, mais est-ce qu'il y a quelqu'un ou un groupe, un business tu te dis, tiens, ils font vraiment des trucs intéressants? Ouais, alors je parle peut-être d'un éditeur un peu moins, on va dire, enfin, peut-être un peu moins connu, mais qui s'appelle Topito. Ouais. C'est juste pour le concept en lui-même, en fait, c'est Mhm. génial parce qu'ils peuvent faire des top d'absolument tout. C'est ça. Et donc, c'est assez inépuisable, en fait. Mhm. Et puis, c'est décalé, c'est humoristique, c'est etc., etc. Et Mhm. c'est très orienté conversion. Ouais. Ça fonctionne très bien.
et le concept, voilà, c'est un peu l'éditeur qui me marque là-dessus, là, sur ta question tout de Mm, suite. mm. Ouais, mais c'est marrant que tu dises Topito parce que je les suivais beaucoup quand j'étais éditeur et je m'en Ouais, inspirais beaucoup. Et je pense que derrière, ils ont une. Alors, tu peux peut-être le confirmer ou pas, mais je pense qu'ils sont, ouais, ils sont très orientés data en fait. ouais, exactement. Quand on voit Topito en front comme ça, on peut penser que c'est des gens qui publient des listes comme ça et qui se Pas marrent du entre tout. eux. Mais derrière, c'est un gros business et c'est Ouais, assez fascinant, je pense. tous leurs tops sont optimisés en fait. Leurs tops qui sont monétisés sont optimisés, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment mettre des algorithmes qui vont remonter les positions annonceurs dans le top en fonction en fait de la rentabilité Hmm. qu'ils vont percevoir, que ce soit des plateformes d'affiliation ou d'autres régies. Et en fait, bah, il n'y a pas de secret quoi. C'est-à-dire qu'ils travaillent la performance, Hmm. ils travaillent la conversion et ça fonctionne. Et donc, ils développent leur propre tech pour faire Ouais. ça. Ok, intéressant. Bah, s'ils nous écoutent, j'aimerais beaucoup les recevoir sur le podcast. J'ai déjà essayé. J'ai Ah, déjà essayé. Mais c'est une bouteille à la mer. voilà, exactement. Est-ce que à force de voir des médias ou justement des affiliés qui t'inspirent, toi, t'as pas envie d'en lancer un jour, Non, un c'est une affilié? barrière qu'on franchit pas. Ouais, C'est ouais, une c'est barrière touchy bâtie. chez, ouais, c'est touchy On peut, chez les on, plateformes. on- Certaines le font, hein. on peut pas être jugé parti de mon point de vue. Ouais, Donc, ok. et c'est la base de notre business model. C'est aussi pour ça qu'on prend pas de commission. On Hmm. peut pas être jugé parti. On essaye de pas traverser cette ligne. C'est pas qu'on essaye, c'est qu'on ne le fait pas d'ailleurs. Ouais. Euh, mais oui, oui, oui. Je comprends que ça puisse être tentant. Ouais. Bah ouais, parce que Mais tu as accès si, à toutes les datas, en ouais. fait. Tu vois ce qui fonctionne, etc. Mais si demain tu ouais, t'es cofondateur, mais je sais pas, si tu vas vers de nouvelles aventures, le business média, ça t'attire ou c'est plutôt, toi, t'es plutôt côté partenariat, côté tech, etc. Ouais, je suis côté partenariat et côté tech. Ok, d'accord. Mais oui, je comprends que ça soit tentant, mais après, quelle crédibilité on aurait si Bien sûr, on hein. piquait les modèles de performance de nos éditeurs et qu'on en faisait des business? Alors, il y en a plein qui le font, je suis d'accord, Mhm. hein, mais c'est pas notre positionnement et c'est pas nos valeurs en fait aujourd'hui. Ouais, je Voilà. comprends. Et Je comprends. Mais c'est pas j'aime bien là où poser on... cette question parce que souvent les gens qui sont dans les médias, qui travaillent pour des groupes médias ou quoi, parfois ont envie de lancer leurs propres médias et parfois j'ai des réponses assez inattendues. Donc ça va, mais c'est vrai que tu vois, je devrais adapter ma question de fin quand j'interroge les plateformes d'affiliation parce que généralement, bah, elles ont ta réponse et je sais que c'est pas juste une réponse pour faire bien. Non, C'est une ligne, ouais, c'est une ligne à pas franchir effectivement. Quand tu travailles dans une exactement. plateforme, c'est pas très, c'est pas C'est correct. issu de valeurs. Euh, Après, t'en ouais. as des account managers qui décident de créer leur propre business affilié, etc. Mm. Mais dans ce cas-là aussi, ils sortent de la plateforme d'affiliation, Ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, une fois que Mm. tu sors de la plateforme, une fois que tu as Mm. donné ta dème, tu peux faire ce que tu veux, bien évidemment, mais Mm. ouais. Ok, très bien. Est-ce que tu Voilà. cherches des partenaires, des contacts vous cherchez plus d'annonceurs, d'affiliés en ce moment, kiff kiff, Ah, tout le monde cherche à tout faire le monde. toujours plus. Mais oui, oui, on est toujours ravis d'être briefés sur des stratégies. Nous, on aime bien créer des stratégies qui soient innovantes, qui soient un peu différentes. On aime bien aller gagner des prix avec nos annonceurs. Voilà, on aime bien être j'allais dire à l'avant-garde. Je sais pas si c'est très actuel comme expression, mais bref, de ces stratégies-là. Et je crois qu'on le prouve aujourd'hui. On est la plateforme leader en influence performance. On veut continuer à capitaliser dessus et à encore développer d'autres sujets. Donc, effectivement, on est pas malheureux, on va dire. Aujourd'hui, on a beaucoup de traction et on essaye au mieux de gérer cette traction et notre croissance. C'est important parce que généralement, plus tu fais des volumes, plus la qualité de service peut aussi se dégrader. Notre Ouais. enjeu aujourd'hui, c'est de maîtriser et de préserver cette qualité de service qui fait la notoriété d'affilié, quoi. Mhm. Et vous êtes combien chez Affiliate aujourd'hui? Aujourd'hui, on est à peu près 45, je crois. Ok. Ouais, donc c'est une grosse équipe quand même, hein. Petit à petit, c'est une croissance, comme on dit, bon père de famille. On n'a pas de fonds derrière. Mhm. Voilà, on développe de façon organique et pour maîtriser, apporter le qualitatif qu'on sait faire et le faire. Voilà, je pense que l'idée c'est ça, c'est la croissance en bon père de famille qui permet d'aller plus loin et de rassurer en fait les clients avec qui on collabore aussi. Très clair. Le meilleur moyen pour les auditeurs de te contacter,
LinkedIn Ouais, aucun problème, LinkedIn ou Ok. mon email direct, je le partage, Ok. alexandre@affiliate.com tout simplement. Je le mettrai en lien dans la description du podcast. Avec plaisir, pas de problème. Je te remercie énormément, Alexandre, pour ta dispo. Je sais que tu as un calendrier quand même bien chargé. Et je comprends parce que tu es sur plein de chantiers et tu gères quand même une plateforme leader en France. Donc c'était super intéressant d'avoir ton point de vue. Tu m'as, ça ferait trop beau de dire que tu m'as entièrement convaincu sur Oh, l'influence à la performance. faut pas Non mais t'as apporté des très belles pistes et franchement je suis beaucoup plus optimiste qu'avant d'enregistrer le podcast. on a des Je, vrais cas clients, hein, Ronan, hein, on peut te le je, prouver. je sais. Mais je mettrai des liens d'ailleurs si tu as des. Je sais pas, Carrément, tu parlais d'études, de case ouais, study, de carrément. choses comme ça. Donc, si tu peux me les envoyer, et je suis sûr que ça intéressera les gens. Non, mais Absolument. alors, c'était encore une fois pour te challenger un peu, mais moi, si tu veux, c'est le modèle, j'ai bien compris que ça fonctionnait. Et si tu as des cas clients, je peux pas dire non. C'est plus sur effectivement au global, et je pense que tu l'as compris. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de plateformes qui vont utiliser l'influence un peu comme un terme marketing et derrière il n'y a pas vraiment de stratégie, etc. Et ce que j'ai compris dans notre discussion, ce que j'en ai retiré, c'est qu'en fait, oui, tu peux faire de l'influence, de la performance à l'influence. Oui, c'est compliqué, mais en fait, il faut les bonnes méthodes, les bons outils et la bonne équipe, quoi. Donc, je pense que c'est ça que j'en retire. Super mot de la fin, franchement. Merci beaucoup, Alexandre. Avec plaisir. À À bientôt bientôt. alors, Ronan. Salut. Au Ciao. revoir.